Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, on se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, on se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si... Dans une semaine, l'été s'achève. Un été particulier comme l'an dernier, avec la Covid-19 omniprésente et un quotidien bouleversé pour les vacanciers. Montée en force du variant Delta, entrée en vigueur du pass sanitaire et météo capricieuse, comment les touristes venus passer l'été en Pays de la Loire se sont-ils adaptés? Avec quelles nouvelles habitudes de consommation? En face, quel impact la crise sanitaire a-t-elle eu chez les professionnels du tourisme, le deuxième secteur de l'économie régionale? Un été avec ou sans Covid, c'est parti pour ce nouveau numéro d'Enquête de région. Mais d'abord, une balade au grand air pour débuter cette émission. Une balade le long d'un site incontournable. La Loire, un fleuve sauvage qui se découvre en pédalant sur plus de 900 km grâce à l'une des plus belles réussites touristiques de la région. La Loire à vélo, 30 millions d'euros de retombées économiques, 1 million de cyclotouristes par an, dont de nombreux Parisiens en quête de dépaysement. Allez, venez, je vous emmène. Une balade au fil de l'eau. Pour une dizaine de jours, ce couple parisien s'offre une échappée belle, la Loire, de Nantes à Blois, en passant par le pont d'Ancenis. On ne voulait pas partir très loin cet été. C'était l'occasion d'être aussi pas mal à l'extérieur après des mois de confinement. Et donc voilà, et puis d'être un petit peu plus actif. On fait déjà du vélo à Paris dans la vie de tous les jours. Et donc voilà, c'était l'occasion de faire un petit challenge pour les vacances d'été. On voulait monter la Loire, on voulait aller contre-courant parce que apparemment le vent c'est derrière quand on fait ça. Et donc on voulait pas le vent en face tout le temps. Donc c'était un petit côté pragmatique, mais aussi il y a des châteaux, les vins, tout ce qui vient avec la Loire en fait. Première étape du jour, à Saint-Florent-le-Vieil, où le souvenir de Julien Gracq, le charme des vieilles pierres et du panorama attire chaque été les touristes, avec ou sans Loire à vélo. On peut tout prendre en montée. Ok, ça marche. C'est important, on va dire 2 mois dans l'année, 3 mois. Juin, juillet, août. C'est plus là qu'ils sont présents. Après, le reste de l'année, c'est très local. Ouais. Je ne connaissais pas du tout, c'est très sympa. Un peu dur pour monter la pente en arrivant, mais la vue en vaut le coup, donc c'est joli, très sympa. Quand on pense à la France, c'est ce qu'on pense, c'est les vignobles, les paysages et oui, des petits villages partout. Souvent, l'itinéraire bifurque. On quitte la Loire pour traverser des paysages de champs et de haies bocagères. Entre Ancenis et leur étape du soir à Montjean-sur-Loire, nos cyclistes ont parcouru 35 km au rythme d'une promenade. En avant et en arrière-saison, on a plus des personnes seules qui partent un petit peu en pèlerinage, on va dire. Sur la période estivale, c'est plus des familles avec des enfants. On a autant d'étrangers que de Français. En type d'hébergement, donc on a des hébergements équipés pour l'itinérance qu'on loue en nuitée. Donc les petites cabanes de randonneurs ou les tentes équipées, où là effectivement ils ont les lits et tout ce qu'il faut pour passer la nuit. Je pense là, première chose, piscine. Pas de question, il fait beau, on a fait du sport, donc piscine pour relaxer un petit peu. Et puis après, aller faire un tour dans la ville pour voir ce qu'il y a à voir. Du centre de la France, près de Nevers, jusqu'à l'estuaire de la Loire à Saint-Brévin, l'itinéraire offre plus de 900 km à découvrir ou à redécouvrir. Nous
sommes sur l'une des perles de la région, l'île de Noirmoutier, au nord-ouest de la Vendée. Le département le plus prisé des touristes en Pays de la Loire et le premier département de France en nombre de campings. À la mi-juillet, au Sables d'Olonne, avant l'entrée en vigueur du pass sanitaire, Christophe Amouriot et Damien Ravelot ont rencontré ces irréductibles du camping, plus qu'heureux de retrouver enfin leur emplacement et de se ressourcer en famille. Regardez. Mer calme et grand ciel bleu pour ces premières journées ensoleillées de la mi-juillet sur la côte vendéenne. Et pendant que certains profitent pleinement des plaisirs de la plage, à quelques kilomètres de là, d'autres commencent tout juste leurs vacances au camping. Olivier et sa petite famille arrivent de la région lilloise. Premier jour et première étape incontournable, le montage de la tente. On n'est pas encore à la fin. Il y a encore tout le vent à monter, mais déjà c'est pas mal. C'est pas mal. Ça avance. C'est le début des vacances quand même. Oui. Ah, ça fait partie du rituel des vacances d'installer la tente. C'est bon, là on y est. Bravo. Voilà, le couchage. Là, si on va dormir sur le terre. On a envie en tout cas d'être en plein air, le camping, l'extérieur, plein de petits bonheurs. Arrivés au tout début de l'été, certains sont déjà totalement dans le grand bain des vacances, comme Christophe et ses filles. C'est quoi le programme? Alors là, On a déjà fait le Puy du Fou, ouais. L'acrobranche aussi, on aimerait bien faire avant de partir. certainement du karting, du tennis, prévu au programme. Et puis peut-être un petit eau glisse ou quelque chose comme ça dans la région, parce qu'on connaît un peu. 3 semaines, donc On va en profiter. 3 semaines, ouais. Oui, 3 semaines. Trois semaines donc pour décompresser et s'amuser, même si les confinements successifs ont quand même un peu bousculé la façon d'appréhender la vie. Je pense qu'on est un peu plus, conscient des valeurs essentielles, et puis on revient aux valeurs vraiment réelles, et puis un peu moins matérialistes, on va dire. Donc, essayer de profiter des enfants, je pense que c'est la chose la plus importante. Passer du temps tout simplement en famille, laisser derrière soi les tracas du quotidien, c'est l'esprit des vacanciers qui viennent dans ce camping et encore plus cette année. Chacun y trouve sa place avec même un petit plan d'eau comme à la mer. Ici au Petit Paris, une quinzaine de personnes s'activent en coulisses pendant la saison estivale autour de Philippe et Kim. Ils proposent près de 200 emplacements aux estivants. Combien d'arrivées samedi? Une soixantaine? Oui. Une soixantaine. Pour toute l'équipe, c'est le deuxième été sous Covid, avec comme point d'attention central un nettoyage renforcé des installations. Même si les petites réparations du quotidien, par exemple, continuent sans contrainte, la direction du camping s'est adaptée pour vivre et travailler avec la présence du virus. Ça se met bien, Didier? Nickel, c'est bon. Comme tu veux. C'est parfait. Inspectrice de travail. Bon, mais c'est bien si ça marche maintenant. Cette année, c'était un petit peu plus facile, entre guillemets, que l'année passée, parce que l'année passée, c'était nouveau. On n'était jamais confronté à une situation pareille. Cette année, c'était un petit peu de remettre en place ou de continuer ce qui était déjà vu et établi l'année dernière. 3, 2, 1, partez! Allez, on encourage son équipe! Attention, Shifumi! Pendant que petits et grands s'amusent chacun de leur côté, chacun leur rythme, tout au fond du camping, certains jouent la carte de l'immersion totale dans la nature. C'est ce que recherchaient Benjamin et Julie, venus ici du Nord avec leurs enfants pour se poser après une année bien chargée. Je dirais que les envies, c'était de se retrouver dans un endroit calme, dans la nature, de pouvoir profiter, se reposer, se retrouver à 4 ailleurs que dans le quotidien, dans la maison. On y a quand même passé pas mal de temps ces derniers temps, donc c'était un peu de changer d'air, quoi. Voilà, de se ressourcer ailleurs. C'est vrai qu'on a vécu quand même une année assez difficile, que ce soit au niveau du travail ou avec les enfants, l'école à la maison. Donc c'est vrai que le fait d'être en pleine nature et de prendre le temps de vivre, c'est vrai que ça fait du bien. Cette douceur de vivre au grand air, elle est aussi recherchée et trouvée ici par des touristes étrangers. Encore cet été,
ils ont fait la route jusqu'au Petit Paris. Simon et Réa, un couple de Hollandais, des habitués de cet emplacement depuis 21 ans et de la Vendée depuis 42 ans. Le soleil et le calme. C'est un très bon pays de Vendée. C'est très bien ici. Visité de Puy de Fou 4 fois. C'est bon. Fin de semaine et veille de départ pour certains, le camping prend des airs de guinguette avec une terrasse au complet. Cette année encore, Kim et Philippe ont embauché 2 saisonniers supplémentaires pour faire face aux contraintes d'organisation liées au Covid. Finalement, on se dit que quelque part, c'est aussi un confort, peut-être, d'avoir du personnel en plus. Évidemment, c'est des charges supplémentaires qui n'étaient pas prévues avec des entrées moindres, finalement, puisque l'activité était moindre, donc moins de chiffre d'affaires. Des charges en plus, mais bon, quelque part, un confort de travail. Et puis, l'essentiel, c'est d'accueillir le client dans les meilleures conditions. Donc, c'était notre leitmotiv de l'année dernière et de cette année encore. Chanson de Léon Agel, mon amant de Saint-Jean. Je ne sais pourquoi elle allait danser. Ici, seules les soirées dansantes du jeudi ont été annulées pour éviter trop de proximité. Mais pour le reste, chacun a pu s'amuser et bouger au rythme de l'été sous le soleil de Vendée. Comment ne pas perdre la tête? Karen Alétru, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de Vendée Tourisme, l'organisme en charge de la promotion du tourisme dans le département. On vient de le voir, les campings et la Vendée, c'est une véritable histoire d'amour. 388 campings dans le département pour plus de 176 000 lits. Est-ce que cet été, les campings vendéens ont retrouvé leur fréquentation d'avant la crise sanitaire ? Alors le bilan cet été a été très positif pour les campings de Vendée. La fréquentation a été supérieure à celle de l'année 2020, mais inférieure à celle de 2019, même si on s'en approche. 86% des professionnels de l'hôtellerie plein air ont jugé une activité supérieure ou stable à celle de l'année dernière, donc c'est plutôt positif. Et bonne nouvelle pour les campings de Vendée, les Français ont dépensé plus cette année et aussi ont allongé leur durée de séjour. Vous parliez à l'instant des Français, est-ce qu'il y a eu une clientèle étrangère ? Alors la clientèle française a choisi massivement cet été la destination France. La clientèle étrangère est toujours en repli en Vendée avec une clientèle britannique absente. Mais nous avons pu avoir des Belges, des Néerlandais, des Allemands qui se sont déplacés dans nos campings cet été. 60% des campings sont sur le littoral. Quelle a été la situation pour les campings dans les villes et dans les zones rurales ? Alors cet été, c'est le littoral qui a attiré le plus de touristes. Mais pour autant, les campings de l'intérieur des terres n'ont pas été délaissés. À titre d'exemple, les campings du Pays Lyonnais affichaient complet cet été. Et ce qu'on peut noter aussi dans le Bocage et le sud Vendée, ce sont vraiment des réservations d'ultra dernière minute. Mais la saison a été correcte pour ces campings dans les terres. Fin juillet, le département de la Vendée a dû faire face à 22 clusters identifiés dans 22 campings. Et le port du masque obligatoire s'est imposé à nouveau dans 22 communes. Est-ce que vous vous attendiez à ces clusters ou est-ce que ça a été une surprise ? Alors c'est vrai qu'on a un afflux de touristes l'été, la population peut être multipliée par 5 à 10 sur le littoral vendéen. Alors on pouvait le craindre, mais on ne pouvait pas le prévoir. Concernant les clusters, le phénomène a été maîtrisé en 10 jours. Il s'agissait vraiment de cas isolés concentrés sur une zone du littoral. Et puis les professionnels du tourisme ont su vraiment mettre en place un protocole sanitaire très strict en relation avec l'ARS. Il n'y a pas eu d'incidence sur les réservations, il n'y a pas eu d'annulation en raison de ces clusters. Alors il y a des incontournables en Vendée quand on parle tourisme, il y a le Puy du Fou, l'île-Dieu, l'île de Noirmoutier. Est-ce que là, cet été, les touristes ont été au rendez-vous ? Alors c'est vrai que les îles vendéennes ont fait le plein cet été. Par exemple, la compagnie Yeux Continent, qui fait les traversées maritimes vers l'île-Dieu, a constaté une hausse de fréquentation supérieure à 2020, mais également supérieure à 2019. L'île de Noirmoutier aussi a eu un très fort taux d'occupation, notamment dans les locations, les meublés. Une forte consommation dans les commerces et les restaurants sur l'île de Noirmoutier. Et puis côté Puy du Fou, la saison a commencé plus tardivement avec une ouverture à partir du 10 juin.
mi-juin, mais ils ont su s'adapter et mettre en place un centre de test à l'entrée du parc. Ils ont innové aussi avec un nouveau spectacle, Le Monde imaginaire de La Fontaine. Ils ont ouvert les restaurants de la cité nocturne aux personnes extérieures. Donc le Puy du Fou a enregistré une augmentation de sa fréquentation par rapport à la saison dernière et aussi un panier moyen en augmentation dans le grand parc du Puy du Fou. Les touristes sont arrivés assez tôt finalement dans l'année, dès le mois de mai. On est en plein septembre. Qu'est-ce que vous attendez de l'arrière-saison ? Alors on espère avoir une belle arrière-saison, une belle météo. L'arrière-saison, c'est un véritable enjeu aujourd'hui, puisque le mois de septembre, depuis quelques années, égale quasiment le mois de mai au niveau de la fréquentation. En tout cas, la Vendée offre de nombreux atouts pour l'automne, avec des activités nautiques que l'on peut pratiquer été comme hiver, le launch coat, le surf. Il y aura aussi une opération automne à la ferme chez nos producteurs locaux. Plein d'activités de plein air à pratiquer toute l'année. Pour l'arrière-saison. Merci Karen Alétru. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. On a quitté Noirmoutier pour rejoindre l'un des hauts lieux du tourisme nantais, l'ancien village de pêcheurs de Trentemouf, à Rezé, près de Nantes. Un tourisme urbain délaissé l'an dernier, mais qui a repris des couleurs cet été. On les appelle des city breaks, des séjours courts dans les grandes métropoles françaises ou européennes. Et Nantes n'échappe pas à la tendance. Malgré un début d'été bien gris et une pandémie toujours rampante, les touristes se sont offerts le voyage. Au Havre, on a aussi un parcours artistique, un petit peu dans le même genre. Donc voilà, ce qui nous a attirés. Et hier, on a fait aussi la fabrique, c'est comme ça s'appelle ? Les machines, vraiment là, c'était super. L'éléphant, ça nous a beaucoup plu, disons. Oui. On voit beaucoup de familles qui viennent de toute la France et aussi de l'étranger qui viennent du coup passer quelques jours ici. Entre 2 et 3 jours souvent quand je leur pose la question. Et du coup ça fait du bien de revoir un peu de touristes ici à Nantes. La clientèle étrangère, ce patron de grand hôtel l'espère, mais il ne voit rien venir. Ici, les réservations sont en recul de 30 à 40% par rapport à une année classique. On est en frémissement, les réservations, on n'est pas des revenus à des niveaux comme en 2019, on reste encore très fragile. On n'atteindra pas bien sûr les résultats qu'on avait l'habitude d'avoir, mais on est déjà très content de ce qu'on a en portefeuille. Les touristes français sont là, ils reviennent. Ouais. Et les étrangers ? Alors, les étrangers, personnellement, moi je ne les vois pas pour l'instant. Un petit peu, mais c'est encore timide. Elle a ses détracteurs, mais la politique d'attractivité menée depuis des années paye cash. Nantes est devenue une capitale culturelle, un spot incontournable pour les amateurs de vacances en ville. Voilà, c'est ça, faire du tourisme, voir l'évolution urbaine, se rendre compte de ce qui se passe au niveau de la société surtout. C'est une ville ouverte où on peut facilement circuler et où du coup il y a 100% qui est misé sur l'aspect culturel et ouvert à tous, à tout public. Un été contraint par le pass sanitaire et un équilibre fragile. Au cœur de la 4e vague, les professionnels du tourisme ne se font aucune illusion. La saison 2021 ne suffira pas à combler les pertes accumulées depuis le début de la crise sanitaire. Et on reste à Trentemouf avec vous, Catherine Quérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente Grand Ouest du Groupement national des indépendants hôtellerie et restauration et vous avez vécu cet été la mise en place du pass sanitaire. Est-ce que ce pass sanitaire vous a fait perdre une partie de votre clientèle ? Globalement, on a vécu un véritable coup d'arrêt entre le 9 et le 10 août. Avec certains de mes confrères qui ont accusé des baisses de chiffre d'affaires de l'ordre de 80%.
On l'a particulièrement vu dans les bars avec des terrasses complètement vides et ça a été un choc. 54% des restaurateurs ont vu cet été leur chiffre d'affaires baisser et 47% leur fréquentation. Est-ce qu'on peut faire aussi le lien entre ces chiffres et les difficultés que vous, restaurateurs, avez rencontrées pour recruter ? On a eu beaucoup de difficultés de recrutement, évidemment, avant la saison. On avait d'ailleurs organisé des job dating, et notamment sur les saisonniers. On a eu beaucoup de mal à recruter. Et puis ça perdure. Il y a une crise de recrutement qui est généralisée et qui est davantage marquée dans notre secteur d'activité à cause de 10 mois de confinement. Certains restaurants ont même dû fermer 1 ou 2 jours par semaine. Exactement, ce qui est totalement inédit, et particulièrement sur la côte, sur le littoral, où normalement on fonctionne 7 jours sur 7, et sur des établissements emblématiques nantais également. Et pour préserver nos équipes, nous devons fermer certains d'entre nous, et ça va se généraliser davantage, parce que si nous ne recrutons pas, nous ne pouvons pas fonctionner normalement. Catherine Quérard, justement, quelle piste pour reconquérir ces salariés ou en attirer de nouveaux ? Eh bien, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Il faut être plusieurs acteurs autour de la table. D'abord, la branche hôtellerie-restauration, se poser ces questions-là, et puis élargir peut-être aux organisations syndicales salariales. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires ? Bien sûr. Je pense qu'il y aura de toute façon une question essentielle là-dessus, mais ça pose aussi des problèmes de mobilité, de garde d'enfants, puisque nous travaillons quand notre clientèle vient prendre du loisir chez nous. Donc, nos horaires décalés posent problème dans la vie quotidienne. On a parlé des restaurants. Au niveau de l'hôtellerie, y a-t-il eu cet été une disparité entre les hôtels en zone urbaine et les hôtels en zone rurale? Le taux d'occupation en zone urbaine est resté quand même assez faible. Pas de grands événements, pas de congrès, pas de fêtes, pas de festivals, ce qui fait que la clientèle n'est pas restée aussi longtemps qu'elle aurait dû le rester. Et puis, c'était pire en zone rurale. Et ça a été pire en zone rurale, sauf peut-être un bémol pour les bassins ruraux qui ont investi dans le secteur du sport. Et notamment les hôtels, par exemple, je pense au vélo. Il y a vraiment une dynamique autour de vélo qui s'opère, et tous les hôtels qui ont investi et les bassins ruraux qui ont investi autour d'activités touristiques s'en sortent. Est-ce que ce sont les chambres d'hôtes ou les gîtes qui ont pris le relais en quelque sorte en zone rurale ? En zone rurale, les chambres d'hôtes ont performé, d'abord parce que les chambres d'hôtes accueillent des familles entières, et certains hôtels ont commencé d'ailleurs à transformer aussi leurs chambres pour pouvoir accueillir davantage de personnes dans une chambre. Et puis, le respect du protocole sanitaire, si cette année les hôtels globalement enregistrent quand même une meilleure activité que l'année dernière sur beaucoup d'endroits. La clientèle avait compris que les protocoles sanitaires étaient respectés, mais il reste quand même encore des réticences. Concernant les aides, depuis 15 jours, plus d'aides généralisées de la part du gouvernement, mais des aides sur mesure, au cas par cas. Ça vous convient ? On a vu des entreprises de notre secteur qui restaient fermées en disant ce n'est pas rentable, mais c'est pas viable à long terme. C'est pas viable à long terme. Et pour autant, pour acquérir une dynamique économique, il faut rouvrir, sinon la clientèle disparaît totalement. Donc c'est un cercle qui n'était pas dans le bon sens et qu'il faut remettre dans le bon sens. On attend évidemment un soutien économique ciblé, ce que nous avons demandé, et puis à la fois de tous les acteurs, région, État, et on fera le bilan. Effectivement, le bilan est prévu d'être fait début novembre sur ces sujets-là. Eh bien, on se retrouvera à ce moment-là. Merci, Catherine Quérard. Merci à vous. Avant la crise sanitaire, il représentait près de 15% des nuitées. Les étrangers sont timidement revenus en France cet été. Des Belges, des Hollandais, des Allemands, mais quasiment pas de Britanniques. Pourtant, des fans absolus de sport auto qui, cette année, ont bien manqué aux 24 heures du Mans et aux hôteliers sartois. Wir kommen aus Deutschland. Je viens de Valenciennes, dans le Nord. Wir sind aus Süddeutschland. I live in Portsmouth in the United Kingdom. Richard aura du mal à trouver des compatriotes. Dans ce camping à côté du Mans, c'est le seul anglais et il n'est pas venu pour les 24 heures. La mère de ma femme vit ici au Mans. Elle a eu 100 ans en avril. Nous essayons de venir aussi souvent que nous pouvons. Nous avons aussi de la famille dans le sud à qui nous avons rendu visite. Finalement, ce sont les voisins allemands qui assisteront à la course d'endurance ce week-end. Nous sommes essentiellement fans de Porsche,
Mais nous nous sommes aussi réjouis des victoires d'Audi. Je suis fan de sport automobile. Je collectionne. Je collecte. Ich sammle les petits Ferrari du Mans, tous les petits Ferrari du Mans. Dans les allées du camping, de nombreux emplacements sont encore libres. Rien à voir avec une semaine classique des 24 heures. Nous, sur le site du pont romain ici à Ivry-l'Évêque, oui, la quasi-totalité de la population était étrangère, à 70% des Britanniques. Même constat au musée de l'Automobile Club de l'Ouest. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Voilà, ça se passe bien votre visite au musée ? Très bien. En faisant exception des visiteurs français, les Britanniques ne sont plus dans le haut du classement. Au top de liste, je dirais, les Pays-Bas, on a beaucoup de Néerlandais. C'est pratiquement de l'ordre de 80 à 100 visiteurs hollandais qui viennent au musée tous les jours. Beaucoup de Belges, beaucoup d'Allemands. Les Britanniques représentaient pourtant en 2019 34% des touristes étrangers. Ils avaient réservé 2 fois plus de nuitées que les Allemands. Une fréquentation historique pour ces férus de sport automobile. Il est vrai que pour les courses, il y a un afflux là, du coup, beaucoup plus important de cette clientèle. Parce que c'est des grands fans, voilà. Et être au Mans, assister aux 24 heures, c'est ce que les Anglais disent, c'est dans la bucket list, c'est une chose à faire au moins une fois dans sa vie. Si la situation sanitaire le permet, les Britanniques devraient revenir l'année prochaine pour fêter les 90 ans de la plus célèbre course d'endurance du monde. Christelle Morancet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente Les Républicains des Pays de la Loire. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ici sur la Guinguette, la terrasse de la Guinguette, un restaurant à 30 mots à Rezé, près de Nantes. Est-ce que vous avez passé, vous, vos vacances cet été en Pays de la Loire ? Oui, bien évidemment, comme chaque année, je passe mes vacances à l'Île-Dieu, en Vendée. En famille, des moments de repos, de balade. Voilà, pour moi, c'est une chance d'avoir cette île dans la région des Pays de la Loire. Et sur l'ensemble du territoire, la saison a été plutôt dynamique. On l'a compris, une saison globalement positive avec une hausse globale de la fréquentation, mais aussi avec du négatif, comme la quasi-disparition de la clientèle britannique. Comment faire revenir les Britanniques en Pays de la Loire ? Soyons lucides. C'est vrai qu'avec cette crise sanitaire, l'ensemble des touristes étrangers, que ce soit les Britanniques ou même au niveau européen ou mondial, sont en chute dans la région des Pays de la Loire, mais même au niveau national. Tant qu'on aura cette crise, malheureusement, ça sera difficile. Donc il faut faire une croix sur les touristes étrangers tant qu'il y a le Covid. Écoutez, cette crise sanitaire, on le voit bien, impacte le tourisme étranger dans nos régions. L'enjeu, c'est bien évidemment la vaccination massive, mais c'est surtout aussi rester optimiste, puisque dans la région des Pays de la Loire, c'est 60 000 emplois, 7 milliards de chiffre d'affaires, et je pense qu'on a des marges de progression, notamment avec le tourisme étranger. Et on aura la chance d'ailleurs en mars prochain d'accueillir un salon très important au niveau national, les tours opérateurs, qui aura lieu pour la première fois en région Pays de la Loire, ici à Nantes. Alors pour aider le secteur du tourisme, le deuxième de l'économie régionale, vous avez débloqué près de 14 millions d'euros avec des prêts à taux zéro, le fonds Imo-Tourisme. Est-ce que vous allez continuer ou le quoi qu'il en coûte, c'est également terminé à l'échelle régionale? Écoutez, pour nous, c'était important d'accompagner la filière du tourisme parce que c'est une filière, je le disais à l'instant, importante dans la région des Pays de la Loire. On a accompagné aussi massivement avec le Fonds national de solidarité, le Fonds Résilience, qui est un fonds qui a été porté par l'ensemble des collectivités pour les soutenir. Et puis une première aussi, je tiens à le souligner, avec la Caisse des dépôts, justement, cette foncière tourisme pour accompagner notamment dans l'acquisition immobilière les acteurs du tourisme, et c'est surtout à les moderniser et à accompagner dans une nouvelle stratégie, notamment sur le volet numérique. Ces aides, elles vont continuer ou elles vont s'arrêter? Oui, on va bien évidemment continuer à accompagner, mais c'est notamment sur l'investissement, pour la modernisation des sites. Et puis, il y a un enjeu aussi très très fort pour cette rentrée, c'est notamment un accompagnement en termes d'emploi. Notamment dans la restauration? Dans la restauration, dans l'hôtellerie, on va lancer justement des mesures très fortes pour pouvoir les accompagner, parce que sans personnel, bien évidemment, c'est des difficultés pour nos acteurs. Votre vice-président en charge du tourisme, Franck Louvrier, entend revoir la loi NOTRe de 2015 qui n'a pas réparti précisément, selon lui, les compétences en matière de tourisme, réparties selon lui entre la région, les villes, les départements. Il faut centraliser la politique touristique à l'échelle de la région?
Moi, je suis plutôt plus réservée sur cette mesure. L'enjeu, je pense qu'il faut aussi de la stabilité. On a eu beaucoup de réformes ces dernières années et je pense qu'il faut aujourd'hui plutôt de la stabilité. Et surtout, l'enjeu, c'est travailler en meute, travailler main dans la main avec l'ensemble des acteurs. On voit bien, les départements agissent au plus près des territoires sur le tourisme. On a aussi les villes, les communautés de communes. Je pense que c'est vraiment l'enjeu, c'est de travailler en meute, ensemble, main dans la main. Donc ce n'est pas une compétence éclatée, c'est plutôt une valeur ajoutée de travailler tous ensemble selon moi vous. je crois beaucoup à ce travailler en meute, travailler vraiment main dans la main. L'enjeu, on l'a vu, par exemple l'année dernière, on a lancé nous une grande campagne de communication au niveau régional, mais les départements ont aussi lancé leur campagne. Si on veut être beaucoup plus fort, je pense que c'est travailler ensemble pour promouvoir la marque Pays de la Loire. Christelle Morancet, vous n'avez pas de boule de cristal, mais comment est-ce que vous imaginez l'été 2022 ? Écoutez, l'enjeu, bien évidemment, pour moi, c'est de continuer et surtout d'accélérer sur la région des Pays de la Loire, de créer cette marque Pays de la Loire, terre de tourisme. Je pense qu'on a un atout extraordinaire, on a une large diversité de notre offre touristique, que ce soit 450 km de côte, on a aussi des fleurons touristiques tels que le Puy du Fou ou le Zoo de la Flèche, on a 3000 km de pistes cyclables. On a aussi des événements à résonance internationale, je pense notamment aux 24 heures du Mans, au Vendée Globe. Et je pense qu'il faut qu'on donne un coup d'accélérateur. Avec justement, encore plus de touristes. Oui, pour promouvoir vraiment cette marque et pour montrer qu'on a une offre de qualité et aussi très, très variée. Ce n'est pas le tourisme de masse comme on peut avoir dans certaines régions. Nous, c'est plutôt la qualité et la variété. Merci Christelle Morancet. Et parmi les atouts touristiques de la région, les parcs d'attractions, celui de Papéa près du Mans a rouvert au début de l'été. Avant la crise sanitaire, 200 000 visiteurs s'y pressaient chaque année. Une réouverture qui a forcément comblé de bonheur les amateurs de manège et de sensations fortes. « 24 hectares de trains, manèges et toboggans aux portes du Mans. Bienvenue à Papéa Park. C'est une journée de pleine affluence. Parmi les 3000 visiteurs du jour, Margot et sa famille. Son programme est simple. Journée entre rigolade, sourire, amusement, joie, tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée. À Papéa, on ne va pas se mentir, on emmène les enfants, mais aussi les grands. Ah oui, moi je suis le premier à y aller. Moi je suis un grand enfant. Tout ce que je peux faire, je le fais clairement. À sensation, même pas à sensation. J'adore, c'est génial. Du carrousel de notre enfance aux manèges à sensations, une trentaine d'attractions et un max d'émotions. C'était bien, plein de sensations et puis j'ai kiffé. Voilà. Et toi ? Moi j'ai pas fait. T'as pas fait ? Non. Pourquoi ? Toi t'aimes pas trop les... Qu'est-ce que t'aimes comme genre d'attraction ? J'aime les attractions qui vont pas haut mais vite. Moi je trouve que c'est plus convivial et plus familial parce qu'il y a déjà un petit peu... C'est un tout petit parc par rapport à d'autres parcs et les enfants ont plus d'espace. Et toutes les occasions sont bonnes pour y passer la journée. Pour fêter nos 3 diplômes et puis un anniversaire. Fête ses 15 ans. En général, on vient une fois par an, au mois de juillet, chaque année. Ça lance les vacances ? C'est ça, c'est un bon goût des vacances. Une fois que l'école est finie, c'est la petite récompense. Avec 200 000 visiteurs par an depuis 2018, Papéa Park maintient sa fréquentation avec une stratégie d'une ou deux nouvelles attractions chaque année. Le but, c'est de pouvoir aussi augmenter un peu le prix de l'entrée, qui est en cohérence avec les nombres d'activités qu'il y a sur le parc. Et aussi, oui, bien sûr, de faire plus de fréquentation et d'aller chercher les gens encore plus loin. On a 50% de notre fréquentation qui est sartoise. Les autres 45%, c'est les départements limitrophes et 5%, c'est hors département limitrophe. Avec 5 hectares de libre, des projets d'extension sont à l'étude. Ces 10 dernières années, le nombre de visiteurs a été multiplié par 4. 16 mois de fermeture totale pour les boîtes de nuit et puis la délivrance le 9 juillet dernier avec une réouverture sous protocole sanitaire. Preuve de guérison, vaccination ou test obligatoire, mais qu'importe, le moment était très attendu par une jeunesse enfin à la fête
Nous y étions, regardez. Un plaisir oublié pendant 16 mois. Vacanciers et habitués, ils ont entre 20 et 30 ans et ils profitent à fond de leur soirée en boîte de nuit. Ça fait vraiment du bien de retrouver la vie, d'être heureux avec les gens et de sourire un petit peu, sans le masque. On vient de fêter nos 21 ans, on se dit on a loupé une bonne partie de notre vie. Quand je vois mes études, je n'ai pas fait de tenue, je ne suis pas sortie. Donc, on rattrape tout ça. C'est la vie d'avant, c'est la vie d'étudiant, c'est la vie de jeune. Tout ce que tout le monde a vécu auparavant, tout le monde revit maintenant. C'est surtout l'ambiance, les soirées, danser, revoir des gens, des nouvelles personnes, tout ça. On peut draguer aussi ? On essaye, on fait comme on peut. Pendant que les premiers fêtards s'éclatent sur la piste de danse, d'autres patientent pendant près d'1 heure pour décrocher leur passe sanitaire, obligatoire pour rentrer. Ouais, t'es obligé. Pour rentrer, moi c'est bien. On n'a pas le choix. Oui, ils sont adorables. Ouais, non, ça se passe bien. Ils sont super reconnaissants. Ils sont plutôt contents qu'on soit là. Ce soir-là, 200 tests sont réalisés pour 500 entrées. La jauge d'accueil est réduite à 75% pour cet établissement de la presqu'île guérandaise. C'est une des 2 boîtes de nuit ouvertes sur la Côte d'Amour. Oui, ça y est, là, on s'est tous remis en marche. Ça fait très plaisir de tous les revoir et je crois qu'ils sont aussi contents de nous retrouver. De retrouver le lieu où ils passent leurs vacances, où ils passent même leur week-end. Non, on sent que là, c'est très très festif. Tous espèrent que la fête dure tout l'été et que le virus ne vienne pas tout gâcher. Et on retrouve Christian Jouni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs. Merci de nous accueillir ici dans l'un de vos établissements, le Garden, que l'on vient de voir dans le reportage. Alors vous avez choisi de rouvrir le Garden le 9 juillet dernier. Vous faisiez figure d'exception. 3/4 des patrons de boîtes de nuit français ont choisi de ne pas rouvrir leur établissement. Pour quelle raison ? Eh bien, la première raison, c'est le manque de vaccination, notamment de la population qui nous fréquente. Les 18-29 ans, on avait à peu près moins de 10% de vaccinés. À l'époque ? À l'époque. Et évidemment, le pass sanitaire est aussi une mesure extrêmement rigoureuse. Donc, ça a dissuadé un certain nombre d'exploitants. C'était trop contraignant, ce protocole sanitaire ? Il l'est, par nature, il l'est. Je pense que c'est aussi le prix à payer quand on fait le choix de réouvrir pour éviter de se retrouver avec un cluster. Les boîtes de nuit qui ont choisi de ne pas rouvrir ont vu leurs aides être maintenues, contrairement à celles qui ont rouvert, qui ont vu leurs aides diminuer de manière progressive. Est-ce que ça a joué dans le choix de rouvrir ou non ? Pas vraiment. Moi, je pense que beaucoup d'entre nous ont souhaité réouvrir. Mais vous savez, la réouverture d'une discothèque 16 mois après sa fermeture, ce n'est pas un exercice aussi simple qu'on l'imagine. Moi, j'ai, par expérience, vécu 3 nuits extrêmement compliquées. Nous refusions plus de clients que nous en accueillons. Donc, c'est un vrai sujet. Et il a fallu trouver un partenariat avec des professionnels, des pharmaciens, pour mettre en place un système de tests antigéniques et pallier à l'absence de vaccination. Alors, à partir du moment où on était en capacité de répondre à cette problématique, là, la clientèle est revenue. On a pu l'accueillir dans des conditions sanitaires tout à fait acceptables. Et aujourd'hui, on peut être heureux d'avoir vécu la période d'été que nous avons vécue, c'est-à-dire finalement rempli nos établissements et atteint la jauge qui nous était accordée. On l'a vu, vous avez réalisé jusqu'à 265 tests antigéniques chaque soir pour pouvoir accueillir votre clientèle. Des tests avec présentation de la pièce d'identité, je le précise. À l'époque, vos salariés n'étaient pas soumis à un pass sanitaire. Ils le sont depuis le 30 août. On a vu quelques clusters émerger cet été, notamment à Lille, à Bordeaux, dans des boîtes de nuit. Est-ce que vous pensez que ces clusters peuvent être le fait de salariés et non de clients ? Aucune indication nous permet d'affirmer qu'il s'agirait de nos salariés qui aient pu véhiculer malheureusement ce Covid. Moi, sur le pass sanitaire, les choses sont parfaitement claires. Au départ, j'ai dénoncé le manque de cohérence sur la politique sanitaire du gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'on imposait le pass sanitaire uniquement aux discothèques et non pas dans ce que j'appelle les bars de nuit, les restaurants, ambiance musicale, enfin bref. Les bars dansants. Les bars dansants. Bon. Les choses ont été corrigées une fois que nous avons eu la chance de pouvoir échanger avec le président de la République.
Désormais, il y a une cohérence, on peut le dire, dans la politique sanitaire. Mais c'est vrai qu'au départ, ça n'était pas le cas. Le 30 août dernier, vous avez rencontré Bruno Le Maire à Bercy, qui a acté la fin du quoi qu'il en coûte pour les entreprises, dont les boîtes de nuit. De quoi ont aujourd'hui besoin les boîtes de nuit, les patrons de boîtes de nuit? Tout d'abord, ce discours-là n'est pas choquant. Moi, ça ne me choque pas, je lui ai dit d'ailleurs. Le quoi qu'il en coûte a eu sa raison d'être. Aujourd'hui, je pense que tous, nous aspirons à une reprise d'activité au plus vite. Alors évidemment, le retour à une vie normale suppose qu'on nous aide encore quelques temps, ne serait-ce que pour permettre de retrouver une activité d'un bon niveau. Alors la première des mesures à prendre, je crois que c'est la suppression de la jauge à 75%, parce que c'est quand même un élément qui nous empêche parfois d'atteindre le seuil de rentabilité. C'est un problème qu'il faut absolument régler. Et le reste, ce sont des aides sur mesure? Alors le reste, ce sont des aides sur mesure, c'est-à-dire que en fonction du chiffre d'affaires qui sera réalisé, le gouvernement interviendra et une aide sera accordée dans le cadre d'un dispositif qui porte le nom de coût fixe. Bon, on le connaît, hein, c'est quelque chose qui existait déjà, mais la disparition du fonds de solidarité est actée. Le 30 septembre, c'est terminé. Les touristes estivaux sont partis. Vous allez vous retrouver avec une clientèle locale. Est-ce qu'elle va jouer le jeu, vous pensez, dans les mois qui viennent du pass sanitaire? Oui, vous savez, moi j'ai constaté tout l'été que la jeunesse, progressivement, s'est vaccinée. Vous l'avez souligné, nous avons réalisé jusqu'à 265 tests par nuit. Aujourd'hui, nous en sommes à 30. Donc ça veut dire que la vaccination a été réalisée. Et moi, je m'en félicite, parce que c'est la seule porte de sortie que nous avons. Donc oui, je suis ravi de constater que la jeunesse a retrouvé nos lieux, a joué le jeu du pass sanitaire, a fait preuve d'une rigueur absolument exceptionnelle, moi je le dis. Et aujourd'hui, eh bien, je considère que la saison 2021 nous a permis de renouer avec notre clientèle d'une façon générale. Merci Christian Jouni. Merci beaucoup. Connaissez-vous l'écotourisme? Un tourisme au plus près de la nature, respectueux de l'environnement et des cultures locales. Des vacances plus vertes et plus durables, avec des hébergements très économes en énergie et une empreinte sur le milieu la plus réduite possible. Dans la région, un territoire, les Mauges, a choisi de miser sur cette offre touristique. Au cœur des Mauges, ils ont répondu à l'appel de la campagne. Des vacances à la ferme, rien de tel pour ralentir et reprendre du poil de la bête. Venue de Rouen, cette famille loge dans ce lodge au lit moelleux, mais sans électricité ni Wi-Fi. Un tourisme éco-responsable pour ne pas camper sur ses positions et pour remonter le temps. C'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais jeune, les vacances à la ferme, et vraiment c'est quelque chose que j'avais apprécié et je voulais offrir ça à mes enfants et à ma femme, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. C'est un rituel chaque matin pour les 5 familles de campeurs sur la ferme. Une balade pour nourrir les animaux, à la découverte de la faune locale. Alors Smarty, c'est une race ancienne, très rustique du Maine-et-Loire, c'est le port de Longuet. On va pas en avoir assez ce matin, je crois. Des enfants et des bêtes, copains comme cochons. Aller dans leur enclos, les caresser, leur donner à manger. Ça te plaît ça? Sur cette ferme de 100 hectares, Florent et sa femme élèvent 80 vaches de race Salers. Agriculteurs depuis 4 générations, ils ont ouvert leur camping il y a 1 an. Avec une nuitée à 170 € pour une famille, un complément de revenus bienvenu et le plaisir de transmettre leur métier. Je sais pas pourquoi. S'il remue la queue, c'est qu'il est content. Hein. Ah, j'ai faim. On a autant des citadins que des ruraux. On a des gens qui ont complètement l'habitude d'être en campagne et puis on a des gens qui découvrent un peu. Je sais qu'il y avait une famille qui disait on est venu parce qu'on s'est rendu compte que nos enfants ne savaient pas que l'œuf sortait de la poule. Donc on s'est dit il fallait peut-être revoir les basiques.
De la faune à la flore locale, à 10 km de là, Chemillé, capitale des plantes médicinales. Dans ce parc, sur 3 hectares, plus de 600 essences et tous les sens en éveil. Tu peux prendre juste un petit morceau si tu veux. Voilà, tu... Oh là, tout ça. C'est pas mauvais, hein. Ah, ça d'huître. Ça sent vraiment l'huître. C'est vraiment le goût d'huître. Un tourisme vert et de bien-être qui permet à ce parc ouvert il y a 13 ans d'attirer près de 30 000 visiteurs annuels venant pour les 3/4 de la région. On est d'Angers, nous, juste à côté, à une demi-heure, et en fait, on peut faire du tourisme juste à côté de chez soi. Je trouve que c'est intéressant de montrer qu'on a des richesses aussi à 2 pas de la maison. Donc c'est un peu notre envie à toutes les deux, et puis de partager un petit moment au calme, ça permet d'autres échanges que dans une plage bondée. Déjà, on n'a pas de masque. On est en liberté, on respire. Et il n'y a pas une foule autour de soi. Voilà, on n'a pas de soucis pour venir, on n'a pas de soucis pour marcher, il n'y a aucune contrainte. Des vacances, grandeur nature. C'est le credo des Mauges. Ce territoire rural de la Loire au Choletais attire depuis le début de la pandémie une nouvelle clientèle, notamment de régions parisiennes, en quête d'évasion. Depuis le Covid, en fait, les gens ont besoin et ont envie de partir dans des lieux loin du tourisme de masse, en fait. Et ils y trouvent ici, dans les Mauges, tout ce qu'ils ont besoin, puisqu'on a ce retour à la nature. Un retour aux sources, à vélo, à pied ou en bateau, pour une saison touristique au beau fixe, en Anjou. Faire découvrir le Marais et le métier de paludier, le credo de Terre de Sel, la filiale touristique de la coopérative Le Guérandais, installée ici depuis 1994. Elle propose des randonnées en famille au cœur du Marais, un tourisme culturel presque contemplatif. Et nous sommes avec le directeur de Terre de Sel, Emmanuel Blanc. Bonjour. Bonjour, bienvenue au cœur des Marais Salon-de-Guérande. Eh bien, merci de nous accueillir chez vous. Alors vous avez rouvert dès le 17 mai, vous n'avez pas attendu l'été. Comment s'est déroulée cette réouverture ? Ça s'est déroulé de façon remarquable. On a eu énormément de réservations dès le départ. Les locaux ont réservé tout de suite. On a eu un véritable engouement pour la nature, pour le savoir-faire, redécouverte du savoir-faire, redécouverte du métier de paludier, mais aussi de la nature, de l'arrivée des oiseaux de printemps. Et puis aussi du côté gastronomique. Les gens sont fiers de leur sel de Guérande, ils sont fiers de leur patrimoine régional, et on est là pour ça, pour leur donner ce plaisir de faire un petit peu de tourisme local. Vous aviez eu le même succès lorsque vous aviez rouvert déjà en mai l'an dernier ? Alors en mai l'an dernier, c'était différent. Les gens sortaient de 2 mois de confinement, abattus, timorés, et on avait commencé très doucement, de façon crescendo, vers l'été. Cette année, honnêtement, dès le premier jour, les visites étaient complètes. Emmanuel, cet été, vous avez travaillé avec des guides naturalistes et vous revendiquez vous-même un tourisme en prise directe avec la nature. Vous sentez ce besoin accru de nature de la part des touristes depuis la crise sanitaire ? Oui, depuis la crise sanitaire, les gens ont vraiment ce besoin de sortir, ce besoin d'oxygène, mais aussi ce besoin de découvrir toute la richesse de la nature, c'est-à-dire les oiseaux. On a 200 espèces d'oiseaux à Guérande. La salicorne, les plantes des marais salants. Mais c'est pas que ça, Terre de Sel, c'est sur le triptyque culturel de Terre de Sel. On a bien évidemment la nature, mais on a aussi le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est le métier du paludier, comme Benoît qui est derrière nous. Le savoir-faire, c'est très important et ça intéresse les locaux, comme les touristes, bien évidemment. Le troisième pôle culturel, évidemment, c'est le produit et donc la gastronomie. Le sel de Guérande, la fleur de sel que l'on peut voir ici. En mai, ce sont plutôt les locaux qui sont revenus vous voir ici à Terre de Sel. Quels touristes sont venus l'été ? Alors l'été, on a toujours des locaux en fait qui sont nos ambassadeurs, qui font venir leurs familles, leurs amis. Ils sont fiers de pouvoir revendiquer un patrimoine exceptionnel. Donc ça leur fait plaisir, ils les amènent. Donc ça, pour nous, c'est très intéressant. Mais aussi, bien évidemment, Guérande est connu, Guérande vend son sel dans 60 pays, donc, et dans toutes les régions de France. Donc nous avons
des touristes. Alors cette année, principalement français, on va dire, allez, à 95% français, et puis 5% d'Allemands et de Belges, qui sont toujours les fidèles du sel de Guérande, les pays dans lesquels d'ailleurs la coopérative vend le mieux son sel de Guérande. Emmanuel Blanc, Terre de Sel, c'est aussi une boutique où vous vendez beaucoup de produits. Est-ce que le panier moyen a augmenté cet été par rapport à l'été dernier? Alors le panier moyen a augmenté fortement l'an passé et il a réaugmenté encore cette année. Il faut dire qu'on a fait un gros travail de recherche de produits locaux, des produits artisanaux principalement, mais qui sont faits ici autour de nous à 10 km autour de Terre de Sel. Il y a aussi un besoin de consommer après une frustration de la part des touristes, vous pensez? Je pense, un besoin de consommer des bons produits et des produits qu'on ne trouve pas partout. Et que ce soit les locaux ou que ce soit les touristes qui vont ramener chez eux des produits de Guérande, eh bien, il faut faire le bon choix. Nous misons tout sur la qualité, sur l'originalité, sur l'authenticité et sur l'artisanat. Donc bilan très positif pour vous cet été. Merci Emmanuel Blanc. Merci, avec plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Enquête de région. D'ici là, n'oubliez pas de profiter de l'arrière-saison et du soleil ligérien. À très bientôt sur France 3.